Le variant Omicron fait partie de ces inquiétudes de fin d'année sur les marchés. Ils ont commencé à décrocher la semaine passée, avant cette semaine de marquer un point d'arrêt. Oui, il faut encore un peu de temps pour en savoir plus sur cette souche. En attendant, les marchés s'accrochent aux éléments qu'il a en sa possession, notamment la partie macroéconomique, dont les chiffres cette semaine étaient plutôt positifs. Enfin, pour être plus précis, c'était plutôt dans la trajectoire de ce qui était attendu. Que ce soit les ventes de logements neufs aux États-Unis, la confiance des consommateurs, l'ISM manufacturier, ou encore l'ADP, l'emploi aux États-Unis, et même les demandes hebdomadaires aux allocations chômage. Jusque-là, on peut dire ok, pression baissière à cause de Omicron. Ne tirons pas pour le moment de conclusions trop hâtives parce que pour le moment, la macroéconomie soutient le bazar. Après d'ailleurs une saison de résultats trimestriels plutôt de bonne facture. D'ailleurs, on est déjà en train de se projeter sur le 4e trimestre 2021. Le marché attend une croissance des bénéfices de 20%, en tout cas concernant les entreprises qui composent l'indice SP500. On est revenu sur les indices sur des gros niveaux clés, mais ça on y reviendra juste après. Oui, parce que pour le moment, techniquement, ça tient. Sauf que, oui, il y a un petit bémol, c'est qu'au milieu de la semaine, disons qu'on a eu une petite, comment on dit, couille dans le potage. Oui, disons que ça n'a pas été de tout repos hein, avec monsieur le patron des marchés, le maître de Wall Street. Oui, 2 semaines après avoir été réélu, enfin, son mandat renouvelé pour 4 ans. Qu'est-ce qui nous a sorti? Oui, on a le discours en exclusivité. Ouais. Ah bah nickel, on va le passer alors. Voici en exclusivité l'intégralité du discours de Jérôme Powell pour nous, pour toi, pour nous sur cette chaîne. Ah non mais moi là j'en ai rien à foutre, hein. Je viens de re-signer mon CDD pendant 4 ans. Tu vois, avec un seul mot, je vais les faire baliser de ouf, tu vois, on va se marrer. C'est bon ça? 1, 2, 1, 2. Bon messieurs, dames, c'est vrai que ça fait depuis quelques mois que je vous dis que l'inflation est transitoire. Bon, bah aujourd'hui c'est pareil, mais vous enlevez juste le mot transitoire. Des questions? Oui, moi j'ai une question Jérôme. Est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes trompé? Vous savez combien j'imprime de billets tous les jours? 4 millions de dollars, week-end compris. Donc oui, excusez-moi d'avoir mis un mot de plus. Et dites-vous bien un truc, c'est pas Jérôme Powell qui se trompe sur la direction de l'économie. C'est l'économie qui se trompe. Ouais, c'est bon, vous avez compris, hein, j'enlève transitoire. Rendez-vous le 15 décembre, je vais réfléchir un peu et je vous dis à la prochaine. T'as vu, je t'avais dit. T'as vu comment ils ont balisé? Transitoire. J'enlève juste un mot, les mecs, ils sont comme des oufs. Forcément, les marchés jusqu'à présent se satisfaisaient d'une inflation transitoire, mais c'est quand même dingue parce que cette inflation, on avait déjà les chiffres, hein, on en avait parlé, plus de 6% d'inflation aux États-Unis sur un an glissant, donc c'est quand même pas une nouveauté absolue, et finalement il estime que c'est nécessaire d'accélérer la réduction des rachats d'actifs. Je rappelle qu'il avait déjà commencé à les réduire de 15 milliards de dollars par mois, et à partir du mois de janvier, a priori, il devrait les abaisser de 30 milliards de moins tous les mois. Alors, bien évidemment, il prendra en considération les derniers chiffres qui seront publiés en cette fin d'année au sujet de l'inflation, mais également sur l'emploi, pour modifier ou pas sa trajectoire. Et bien entendu, hein, toutes les données autour d'Omicron, est-ce que c'est grave, c'est pas grave? Mais franchement, en termes de timing entre cette merde de Covid et l'annonce que bon, en fait, l'inflation, on s'est quand même peut-être gouré. Disons que ça n'a pas aidé les marchés à remonter. En tout cas, rendez-vous le 14 et 15 décembre avec la réunion de la Fed et le dernier discours de Powell, le dernier de cette année 2021. Autant te dire que cette fin d'année s'annonce mouvementée. Mais j'ai gardé le pire pour la fin, même si généralement on dit on garde le meilleur pour la fin. Disons que c'est quand même une chaîne super innovante. Le NFP, comme l'ADP, mais sauf que les marchés y prêtent quand même beaucoup plus attention. Et ben c'était moitié moins que ce qui était attendu en termes de création d'emplois. Et donc les marchés ils se sont dit ouh, les chiffres de l'emploi sont mauvais. Bon, ça va. Il va peut-être pas resserrer les boulons du coup là, notre ami là. En tout cas, pas la semaine prochaine. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a aussi permis les indices de tenir en fin de semaine. Ce qui nous a donné globalement sur la semaine beaucoup de volatilité, globalement flat, sans panique, sans euphorie. Ce qui nous a donné par ailleurs sur le taux à 10 ans aux États-Unis une semaine aussi très mouvementée. Les taux ont d'abord commencé à baisser suite à une aversion au risque, ça on en avait parlé dimanche dernier. Dans les moments de panique, on cherche des valeurs refuges et notamment des emprunts d'État. Et d'un autre côté, on a cette perspective de resserrement monétaire qui a plutôt eu tendance à tirer les taux vers le haut. Comme je le répète, hein, entre 1,40 et 1,70% sur le taux à 10 ans aux États-Unis, il n'y a pas de changement de tendance, on est toujours neutre depuis 2 mois.
Ah, c'est encore chaud sur le pétrole avec les 13 membres de l'OPEP, mais aussi avec une dizaine d'alliés ont continué à augmenter la production. Ce sera donc 400 000 barils de plus par jour dès le mois prochain. Bon, le marché s'y attendait pas forcément, hein, d'autant plus qu'on avait Omicron quand même au milieu, sachant que le variant, selon Rystad Energy, devrait impliquer une baisse de la demande de barils de 3 millions par jour, ce qui porterait la consommation de barils de pétrole à 96 millions de barils par jour au premier trimestre de l'année prochaine. L'impact sur le pétrole a été sans appel, grosse mèche sur les 66 $ sur le Brent, et ça tombe bien parce que c'était mon point d'achat identifié en début de semaine, alors qu'on était à 76 $ encore. C'était dans le carnet de bord, mais c'était pas forcément évident sur le coup, parce que lorsqu'on arrive comme ça à toute blinde sur une zone, on se dit ouh, probabilité que ça tienne est quand même faible. Et preuve en est aussi la pertinence de l'analyse technique, puisque c'est un niveau qui avait été déjà à plusieurs reprises testé dans le passé, et de manière assez nette. C'était les plus bas qu'on avait réalisés en mai, et également cet été. Et comme on dit, jamais 203, la troisième réaction a été plutôt positive. On laisse la place là, allez hop, on dégage, hein, on laisse les meilleurs, le luxe. Hermès, allez hop, t'intègres l'équipe. Richemont, toi aussi tu rentres. Richemont, pas la raclette. Hein. Oh non, on avait dit pas la raclette. Oh non, voilà, ça me donne envie là. Oh, un bon petit fromage coulant comme ça, tac, sur les pommes de terre. Non, ne me remercie pas de t'avoir donné envie de manger ça ce soir. Non. Donc on disait quoi? Oui, Richemont, ils détiennent Cartier, Vacheron et plein d'autres trucs. Ils vont remplacer Vodafone et Universal Music Studio, une filiale de Vivendi, dans l'Eurostock 50. Et donc le luxe représentera grosso modo 1000 milliards de dollars, ce qui devrait être à peu près un quart de la pondération de l'indice. Schneider, quant à elle, fait partie de ces actions insolentes. Oui, t'as envie de lui dire, mais oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu regardes un peu l'actu là? C'est anxiogène? Pourquoi tu t'emballes comme ça? On était à un poil de bougie de faire des nouveaux records historiques. Elle a présenté ses objectifs financiers jusqu'à 2024. Alors, c'est assez simple, hein, les gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire péter le chiffre d'affaires, le taux de rentabilité, enfin bref, hein, la totale. On va faire simple. Des questions? Ah, les chiffres? Bah, entre 5 et 8% de croissance en moyenne de chiffre d'affaires. Et on va améliorer entre 30 et 70 points de base, hein, les marges. Allez! Au boulot là, parce qu'on a des records historiques à faire. Apple, quant à elle, ne vendra probablement pas autant d'iPhone 13 que ce qu'elle avait prévu. Bah oui, entre le retard, là, les gens, ça commence à les agacer, là. Il n'y a plus de stock, machin, bah c'est bon, hein, moi je vais m'acheter autre chose. Ou rien, en fait, ça me fera des économies du coup. 10 millions d'iPhone 13 en moins seront produits finalement. Ça n'empêche pas d'ailleurs que l'action reste en tendance haussière, au-dessus de cette MM20 Daily en bleu. Tout comme d'ailleurs mon super iPhone 7 qui tient aussi bien. Hein. Donc finalement, hein, le 13, ouais, on peut faire contre-influenceur, non? Bon. Parlons Meta, enfin Facebook, enfin David Marcus. Oui, ce Genevois, ancien président de PayPal, ancien vice-président des produits de messagerie de Facebook Messenger et actuel directeur du projet de la crypto-monnaie Libra, la crypto que veut mettre en place Facebook. Eh ben, David se casse. Ouais. C'est pas vraiment une bonne nouvelle, sachant qu'il a quand même une grosse influence dans le domaine des techs. 7 ans de service chez Facebook et il s'est dit non, moi j'ai envie d'aller faire de nouvelles aventures et de retrouver ma fibre entrepreneuriale. En tout cas, c'est ce qu'il a mis sur Twitter. C'est ce qu'il a mis sur Facebook aussi du coup. Tiens, et posons la question à Virginie, si cette semaine, toute cette incertitude et volatilité s'est également transmise sur les mid et les small, est-ce qu'au contraire, il n'y en a pas qui se détachent dans ce contexte? Salut Xavier, alors oui, volatilité aussi très élevée sur les small et les mid cap. Cette semaine, en hebdo, on a même un volume sur le CAC qui n'a pas été vu depuis juillet 2020, donc tu vois, ça date. Alors après, on est sur une troisième clôture dans le rouge en hebdo pour le CAC, deuxième clôture hebdo d'affilée rouge pour le CAC 40. En fait, les marchés sont totalement schizophrènes, emportés par les news en rapport avec le Covid, en rapport avec le tapering, inflation, pas inflation, inflation passagère ou pas passagère, etc. Donc c'est pas évident de s'y retrouver, on est un peu dans un jour rouge, un jour vert. Je pense ainsi qu'on est assez nombreux à avoir eu une semaine un petit peu difficile. Alors celles qui s'en sont bien tirées cette semaine, c'est les biotech. On a eu Abionyx par exemple qui a pris plus 13% encore cette semaine. Et on a les stars vaccins comme Oz ou Valneva qui ont fait une excellente semaine, même si on peut noter par contre que Valneva vendredi après-midi, grosse chute tout à coup, au début on ne savait pas trop d'où ça venait. En fait c'est une publication dans la revue The Lancet qui émet des doutes sur l'efficacité du rappel du vaccin Valneva. Mais comme on pouvait s'en douter, Valneva en fait fait un communiqué après bourse pour dire que eux ils prenaient pas forcément en compte cette étude puisque l'intervalle entre les différents rappels n'était pas celui qu'en fait ils feront dans la vraie vie. Donc je pense que lundi ça peut être une valeur à suivre parce que le communiqué se veut plutôt rassurant et à ce moment-là je pense que ça pourrait donner une nouvelle impulsion haussière pour Valneva. On peut noter aussi une belle performance pour Guillemot avec plus 13%. Alors est-ce que c'est l'approche des fêtes de Noël ?
jeux vidéo, Noël, etc. On a aussi Navia, plus 12% dans la semaine. Là, on est sur une spéculation par rapport à de potentiels contrats avec les Émirats Arabes Unis. Ça, par contre, lundi, à surveiller parce qu'il peut aussi y avoir une déception. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que cette volatilité, hormis l'actualité, en fait, on est aussi en pleine période d'opération fiscale avec des fonds, par exemple, qui vont vendre certaines valeurs en perte pour essayer de diminuer leur plus-value, etc., mais qui finalement vont les racheter dans la foulée, c'est-à-dire à la toute fin de l'année, donc après Noël, ou en janvier. Donc nous, on peut en profiter pour regarder en fait les valeurs qui ont été particulièrement vendues, voire survendues ces derniers temps et qui sont quand même intéressantes, qui vont donc certainement être achetées à la toute fin de l'année. Et là, je pense que ça sera le moment pour nous de nous placer. Voilà. Actuellement, en fait, le meilleur conseil que j'ai à vous donner pour survivre, essayez d'allumer le moins possible l'ordinateur. C'est de pas trop vous exposer. Il y a des périodes où il faut peut-être trader un petit peu moins. En fait, on est totalement otage de l'actualité aujourd'hui plus que jamais, j'ai l'impression. Cette incertitude se traduit à court terme par une pression baissière sur les indices. On le voit très bien par exemple sur le CAC 40 sous les 6900 points. Mais si on prend un petit peu de recul, la tendance haussière à moyen terme n'est toujours pas remise en question. On le voit ici avec ce canal ascendant qui matérialise cette dynamique toujours positive. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus des 6004, 6005. On approche effectivement de ces zones clés et pourquoi pas des opportunités à saisir, en tout cas encore une fois dans une perspective moyen terme. Mais un peu plus bas encore. Ce qui est l'équivalent sur l'indice allemand DAX de cette zone clé ici, qui n'a pas été encore testée à 14 800 points. C'est une zone d'achat risquée vu le contexte, certes, et en même temps, on se posait peut-être la question il y a 2-3 semaines lorsqu'on était perché tout là-haut, est-ce que ce serait quand même pas bien qu'on ait à un moment donné un repli pour pouvoir rentrer à l'achat sur ce marché? Parce qu'il n'y a pas de volatilité, pas de pullback, ça monte en ligne droite, tout comme d'ailleurs l'indice Dow Jones sur cette zone des 33 500, 34 000 points, qui est le niveau équivalent à l'indice DAX qu'on a vu juste avant. Et parmi les indices les plus forts dont la configuration est en train de légèrement s'arrondir, ceux concernant, tu le sais, par les technos, je crois que c'est l'heure de la parenthèse publicitaire. Oui, c'est le moment de t'abonner. Cette semaine, on a publié une vidéo sur les technos, très complète, donc si tu ne l'as pas vue, c'est probablement que tu n'es pas abonné, que tu n'as pas activé la cloche. Et donc, on clique. On disait quoi? Ah oui, le Nasdaq. Il tient pour le moment sa MM50 daily. Et surtout, son canal ascendant, là encore une fois, qui matérialise cette tendance haussière à moyen terme, dont la borne basse passe à 15 200 points. Et l'indice SP500 également qui s'est replié sur sa MM50, 4500 points qui était un point d'achat en début de semaine partagé dans le carnet de bord. On y est allé et d'ailleurs on a fait un rebond jusqu'à 4006 et puis après ça retombouille un peu, du verbe retombouiller. Donc oui, tant qu'on a ces épisodes de volatilité, on a toujours une pression baissière à court terme, ça n'empêche pas de saisir des opportunités d'acheter sur ces gros niveaux daily avec modération. On a des beaux rebonds techniques, ce qui d'ailleurs n'empêche pas de vendre des rebonds si tu accompagnes le flux, ce que d'ailleurs a très bien fait Rodolphe cette semaine sur IBT, sur l'indice DAX. Ce qu'il faut surtout éviter dans ces périodes-là, c'est d'éviter de trader avec émotivité. Oh là là, ça monte, mince, j'ai loupé le coche, vite, je paye. Ah bah non, ça retombe en fait. Oh là là, non, c'est panique, ça va à zéro, vite, vend tout. Ah merde, ça remonte. Tiens, dernier exemple sur le Rodol. Tendance baissière, zone d'intervention sur les 1,1380. On attend que ça rebondisse sur cette zone-là. Si ça y va pas, c'est pas bien grave. C'est la MM20 Daily qui matérialise cette tendance qui est toujours baissière. Ça, on en parle quand même depuis un petit moment ici. Tu me diras, ok, Powell t'a quand même aidé. Hein, c'est vrai que quand il a annoncé potentiellement remonter les taux plus rapidement que prévu, bon, forcément, ça a profité au dollar et donc enfoncer l'eurodoll. Ok, ça arrive. D'ailleurs, minute papillon, minute pédagogique. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Dans ces périodes d'ailleurs un peu calmes, voire un petit peu tourmentées avec des va-et-vient, parce que finalement sur les marchés traditionnels c'était quasiment flat cette semaine, faut bien distinguer les unités temps sur lesquelles on travaille. Sinon on s'éparpille partout et on fait ce qu'on appelle l'overtrading. Si tu privilégies l'intraday, on reste sur des unités de temps inférieures au H1. Donc on matérialise les tendances, est-ce qu'on privilégie le flux du moment et surtout ne choisir qu'un biais. On peut pas être à l'achat, à la vente, à l'achat, à la vente toutes les 5 minutes. Faut bien prendre le temps de se reposer des questions des tendances, le flux du moment et ne prendre de décision qu'en fonction de l'évolution des cours dans les zones d'intervention et des signaux après qui en découlent. Mais il faut pas chercher à être partout, essayer d'attraper le point haut, le point bas, les deux, ça ne fonctionne pas à terme. En intraday, on reste en intraday. Si ça part pas le soir, on coupe, on fait le ménage et demain sera un autre jour. En swing, on reste sur des unités de temps H4 et daily
pas en dessous, jamais. On laisse le marché respirer, faire sa vie, on n'est pas pressé. On travaille les zones clés et surtout on prépare ses niveaux d'intervention en amont. On agit uniquement si le marché nous donne raison dans le sens de nos plans, qui se traduit après par des signaux techniques. Bien évidemment, on met pas la maison et on retourne pas sa veste toutes les 3 minutes. Et si le marché nous donne pas raison, qu'il ne va pas dans notre zone d'intervention, ce n'est pas grave, des opportunités, il y en aura toute l'année. Nouvelle purge sur le marché des cryptos avec plus de 2 milliards de dollars de positions qui ont été liquidées dans la nuit de vendredi à samedi sur le Bitcoin. On le savait depuis 2 semaines, le marché des cryptos était relativement plat avec certes quelques départs à droite et à gauche mais sans vraiment d'euphorie et très peu de conviction. On savait qu'il fallait être rigoureux notamment avec cette distinction qu'on vient de voir à l'instant des unités temps, que ce soit les flux du jour, le swing mais également le long terme. Travailler sur repli sur des zones d'intervention définies notamment en daily, en privilégiant plutôt les plus fortes. La capitalisation totale a rallié ces gros niveaux majeurs, que ce soit avec le Bitcoin et l'Ethereum ou que ce soit sans les deux. Zone d'achat, oui. Timing d'intervention, oui. Gestion de l'exposition, toujours. Vous connaissez mes différentes zones d'intervention dans le crypto board. Je vais ici vous en partager quelques-unes à titre de prise de recul pour se poser les bonnes questions à ce moment-là. Solana par exemple sur cette zone des 180 $, Binance Coin sur les 510 $, ou encore UOS qui est toujours dans cette rampe de lancement, ici c'est en daily, ou encore même l'Ethereum sur les 3700 $. Alors oui, on est probablement tous plus ou moins exposés. Donc ce qu'on est en train de faire sur le marché des cryptos, c'est pas très positif déjà pour le moral, mais de manière générale et d'un point de vue technique. Un marché des cryptos qui nous semblait jusqu'à présent mature, où ça nous semblait quasiment impossible qu'il nous refasse des purges de moins 30, moins 20% comme on est en train de le vivre encore aujourd'hui. D'ailleurs, on a très vite oublié ce qui s'était passé à la rentrée, c'était le 7 septembre très exactement. Sur le Bitcoin, là aussi on avait eu une purge, alors là on était plus autour de 18%, où plus de 3 milliards de dollars de positions ont été liquidés dans la journée. Après, on a eu une phase de stabilisation plutôt baissière d'ailleurs qui a duré 1 mois, et ensuite pendant 1 mois ça a été l'explosion et les nouveaux records historiques qu'on a réalisés. Tout ça pour dire que oui, nous sommes dans des zones d'intervention daily. Sur certaines cryptos, nous sommes oui en moins-value latente, en tout cas me concernant par exemple sur DOT. Il va falloir laisser passer quelques jours pour voir si ces mèches sont vraiment derrière nous ou si le marché réagit encore une fois. Alors ça risque de mettre beaucoup de temps. En tout cas, si on pleure, c'est parce qu'on n'a pas été rigoureux et que ça sert de leçon. Et au contraire, on peut pas rire d'une purge sur le marché, surtout lorsqu'on est exposé et investisseur. Alors, buy the dip, oui, mais alleging the rebound. On allège ce rebond. Et ceci pour continuer à garder la main sur son trading. Et si derrière on fait des nouveaux records historiques, des nouveaux ATH alors qu'on avait quand même allégé, eh ben c'est pas grave, au contraire c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut pas regretter de ne pas avoir mis la maison, de ne pas avoir fait all-in là maintenant sur le point bas. Parce que dans 2 semaines, ce sera peut-être une évidence que c'était encore une fois une purge, mais je préfère continuer à être rigoureux dans ces moments-là plutôt que d'être dégoûté de ne pas avoir mis la maison, de ne pas avoir été en levier max, comme très probablement notre voisin qui s'en vantera peut-être dans 2-3 semaines lorsqu'on aura pris 30, 40, 50% en disant ah ben moi j'ai été levier max. Je pense qu'ils font un peu moins le malin dans ces moments-là. Donc il y a un juste milieu entre avoir peur de tout et faire n'importe quoi. Bon, on attendait qu'il se passe des choses sur le marché des cryptos. Voilà, c'est fait, on est en plein dedans. Maintenant, il va falloir laisser passer quelques jours, le laisser respirer un peu. Et on y reviendra très rapidement ici sur cette chaîne. Par contre, ce qui est sûr de ce qui va se passer maintenant, en tout cas si tu as apprécié, c'est un pouce vers le haut. D'ailleurs, on n'a jamais réussi à dépasser les 2000 pouces. Mais je vous aime quand même, ne lâchez rien. Allez, c'est la dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année. Très bon dimanche, très belle semaine et à très vite. Ciao!